Chers amis auditeurs, abonnés, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Wa ba'da salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-habib al-Mustafa. Nous avons le plaisir de recevoir un ami qui nous est cher, Jamel El-Hamari, qui est auteur, qui est un homme engagé, un homme de terrain, un homme de savoir et un homme de transmission, qui est donc président de l'AFPI, dont on reparlera plus en détail lors d'un autre enregistrement, et qui est également doctorant en histoire de l'islam contemporain sous la direction d'Éric Geoffroy à l'université de Strasbourg. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de le recevoir pour parler d'un livre qui est sur le point de paraître concernant Malek Ben Nabi. Or, cher Jamel, tu as déjà écrit un livre que nous allons présenter, un livre sur Malek Ben Nabi qui a été édité aux éditions de l'AFPI. Et tu as pourtant ressenti le besoin d'en écrire un second sur cet homme qui, il est vrai, est une grande figure, très riche, malheureusement trop mal connu, ce à quoi tu pallies à travers tes écrits. Mais pourquoi deux écrits? Pourquoi ce deuxième écrit? Tout d'abord, bonjour aux auditeurs et aux auditrices et à ceux qui regardent cette vidéo. Merci à toi, Slimane, de m'inviter dans ton émission et dans ta chaîne Saout 24. Je souhaite longue vie à Saout 24. Alors, j'ai ressenti le besoin, effectivement, d'écrire un nouvel ouvrage qui va paraître prochainement aux éditions Albourakh. Parce qu'à partir de ce livre, qui est quand même issu d'une partie de ma recherche universitaire, j'ai animé plusieurs séminaires, que ce soit à Toulouse, à Paris, Montreuil, Gennevilliers. Et dans les questions qui m'ont été posées, j'ai senti qu'il y avait besoin d'un livre, d'un premier livre introductif pour situer intellectuellement, historiquement Malek Ben Nabi, pour pouvoir après rentrer dans une réflexion, dans une recherche plus universitaire, plus académique. Et les questions, effectivement, de toutes les personnes qui ont participé à mes séminaires, voilà, m'ont poussé à rédiger un ouvrage, on va dire, plus introductif. Plus accessible. Plus accessible, parce qu'il y a beaucoup en fait sont intéressés par la pensée de Malek Ben Nabi, des franco-maghrébins qui sont intéressés par sa pensée. Quand ils le lisent, ils ont l'impression aussi qu'il leur parle encore aujourd'hui. Or, Malek Ben Nabi est mort depuis déjà 1973. Pourtant, sa réflexion a encore une actualité saisissante. Donc, moi, ce que j'en ai déduit de toutes les questions qui m'ont été posées, c'est que il faut d'abord accompagner les personnes plutôt qui sont novices à connaître et à pénétrer l'univers de Malek Ben Nabi, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, ou en tout cas, il y a plusieurs niveaux de compréhension d'un Malek Ben Nabi. Et je pense que quand on s'intéresse à Malek Ben Nabi, il faut faire œuvre de pédagogie. Et l'idée d'un deuxième livre, c'est une première marche, ensuite une seconde, et avec ma thèse de doctorat, Inch'Allah, ce sera la troisième. Donc l'idée, c'est de penser mes écrits comme une trilogie. Voilà. D'accord. Et donc tu vas à nouveau accompagner cette sortie prochaine de conférences, de séminaires, oui. Pour à nouveau avoir un rapport avec le public, répondre aux questions et éclairer. Car un livre est une chose, mais le rapport avec l'auteur en est une autre. Exactement. C'est vrai que pour le premier livre, c'était des séminaires sur une journée, donc avec un public et des personnes qui étaient capables de faire l'effort de venir une journée étudier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et le format de ce prochain livre va justement permettre de démocratiser davantage la pensée de Malek Ben Nabi. Et donc du coup d'avoir un dialogue, je l'espère, beaucoup plus profond et fécond avec finalement le musulman lambda comme le citoyen lambda. Parle-nous un petit peu de lui. Où naît-il? Dans quel cadre historique? Dans quel cadre géographique? Dans quelle société? Sous quelles influences? Alors Malek Ben Nabi, il est né le
1er janvier 1905 à Constantine. Donc Constantine qui est à l'est de l'Algérie, qui est une des grandes villes. Il y avait 3 grands départements durant l'époque de l'Algérie, colonisée par la France. Et Constantine était une ville phare d'un des départements de l'administration coloniale. Donc il est né en 1905 à Constantine et il est mort en 1973 à Alger. Il a vécu 4 grandes périodes. La première, donc 1905-1918, on a l'apogée du colonialisme, parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est les puissances européennes qui commencent à décliner face à 2 grandes superpuissances que sont les États-Unis et Le bloc de l'Est et de l'Ouest. et l'URSS. Donc on commence à avoir un déclin après la Seconde Guerre mondiale. On a la période de l'entre-deux-guerres où Malek Bennabi vit à la fois en Algérie mais également en France. Donc voilà, une partie de sa scolarité, il finit sa scolarité en Algérie, puis il vient en France poursuivre ses études. Ensuite, on a la période des mouvements décoloniaux, voilà, donc de 1945 à 62. Et ensuite, de 62 à 73, on a l'indépendance de l'Algérie et donc la reconstruction de l'État algérien. D'accord. Alors, tu vas nous parler un petit peu du Bennabi, de ses différentes époques, Oui. dans les débuts. Quand il est donc encore en Algérie, il est sur cette fameuse période où la décolonisation est en vue, où on est sur les abords du conflit 54-62. Est-ce qu'il a des rapports et des relations avec les milieux politiques ? Oui, parce que Malek Bennabi est né à Constantine, ensuite il poursuit sa scolarité à Tébessa, puis il revient. Après, dans un second temps, il revient à Constantine. Donc à Constantine, il revient fin des années 20, début des années 20, enfin fin des années 10, début des années 20, et pour s'inscrire à la Médersa, qui est une des 3 écoles en Algérie, créées par l'administration coloniale pour former le personnel de l'islam institutionnel. Donc on a Malek Bennabi qui est à Constantine. À Constantine, on a l'émergence justement de ce réformisme musulman orthodoxe incarné par la figure de Cheikh Ben Badis. Cheikh Ben Badis qui forme un certain nombre d'élèves, et les élèves de Ben Badis seront en contact avec Bennabi, et Bennabi vice-versa. Donc il y aura des espaces, des cafés, où ils vont pouvoir discuter ensemble. Le rapport qu'il y a avec Ben Badis, on l'a, enfin, du moins on peut l'intégrer ou le considérer comme étant d'ordre politique ou religieux ? Alors, on a dans ses mémoires, Malek Bennabi, quand il est dans la Médersa 1921-1925, il se sent déjà nationaliste. Mais pas forcément un nationalisme qui s'incarne en une personne. Et en même temps, il se sent de la même lignée intellectuelle et spirituelle que le réformisme musulman orthodoxe incarné par Ibn Badis. Donc, Malek Bennabi, c'est un petit peu voilà, du réformisme musulman al-Islah de Cheikh Ben Badis, et en même temps ce nationalisme, il n'y a pas forcément une figure algérienne d'ailleurs qui l'inspire, ce sera davantage une personnalité marocaine, notamment avec la résistance du Rif autour de l'émir Abdelkrim. Donc c'est surtout ça qui va, il disait voilà, l'action héroïque des Rifins va venger finalement la situation des colonisés que nous sommes. Donc, voilà. On a finalement Malek Bennabi, c'est un petit peu, s'inspire un petit peu de ces à l'époque, si vous voulez, la distinction entre ce qui relève du religieux, du culturel et du politique, c'est quelque chose d'encore assez flou en début des années 20. Et progressivement, il va y avoir des différences beaucoup plus nettes. D'accord. Alors effectivement, là je voudrais revenir sur la notion du réformisme, parce qu'effectivement, Malek Bennabi va avoir des livres comme Vocation de l'islam, oui, comme Conditions de la Renaissance algérienne ou Phénomène coranique, dans lesquels il va aller sur ce terrain, qui est finalement, comme tu le dis, en même temps politique et religieux, puisque quelque part les deux s'entremêlent à cette époque-là, autant dans les revendications que dans la pensée politique ou religieuse de l'époque,
vis-à-vis de la colonisation. En fait, c'est toute une identité qui est remise en question. Et lui, il va s'inscrire dans ce courant de la pensée, de la remise en question, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il appartenait à un courant précis? Alors, lui, clairement, fait partie de ce courant qui s'appelle Al-Islah. Avec même donc, il valorise l'action de l'association des ulama et ensuite l'association des ulama à partir de 1931. Pour lui, de 1925 à 1936, les ulama et ensuite l'association des ulama sont dans un travail d'édification de la personnalité algérienne, de l'homme algérien. Et donc, en ce sens-là, il donnait, pendant cette période-là, à l'islam une vocation sociale. L'islam permet de renouveler l'homme, et cet homme qui sera renouvelé va devenir un acteur de l'histoire. Donc pour lui, 1925-1936, l'association les ulama plus l'association des ulama font leur travail. Mais il y a eu une rupture en 1936. Laquelle? En 1936, il y a ce qu'on appelle le Congrès musulman algérien. En France, on a le gouvernement à l'époque, c'est Léon Blum, le Maurice Violette, le Front populaire. C'est la période du Front populaire. À l'époque du Front populaire. Les ulama vont, ça c'est la vision de Malik Benabi, c'est comme ça qu'il nous relate un petit peu cette histoire. Il va y avoir en fait une trahison pour lui, dans le sens où les ulama ont accepté d'aller avec la fédération des élus, avec d'autres personnalités qu'il considérait comme faisant partie de la politique. La politique avec un B, donc avec une dimension très, très ironique, très condescendante. Mais au lieu de, pour lui... Qu'on appellerait les politicards aujourd'hui. Les politicards, voilà, aujourd'hui. Pour lui, les ulama qui avaient fait un travail culturel, d'éducation des musulmans, donc avec cette résistance culturelle, civilisationnelle, pour lui, ils sont, alors qu'ils étaient au-dessus de la mêlée pendant de 1905 à 1936, ils sont rentrés dans la mêlée. À partir du moment où ils rentrent dans la mêlée, il y a comme une distance qui va s'opérer entre Malik Benabi et l'association des ulama. D'accord. Alors, il y a un concept qui est vraiment propre à Benabi et qui, là aussi, va créer un fossé avec le reste quasiment de la société algérienne et notamment les intellectuels de l'époque, c'est celui de la colonisabilité. Pour Malik Benabi, si on a été colonisé, c'est parce qu'on était colonisable. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de... Donc, on est en 1936, il prend ses distances et à partir de ce moment-là, il assume sa singularité. Et sa singularité, mais il est un petit peu, voilà, il a fait partie, dans les années 30, de l'association des étudiants musulmans nord-africains. Donc il avait au sein de cette association des amis marocains, des amis tunisiens. Donc tout dans une vision... C'est extraordinaire, parce qu'il y avait un rapprochement entre toutes les populations du Maghreb, parce que je vois aujourd'hui, moi j'assiste au sein de la communauté des fois à des déchirements nationaux qui sont d'une stupidité à mourir. Et vraiment, je tenais à souligner que là, on avait l'exemple de la génération qui nous a précédés pour nous inviter à revenir à un poil plus d'intelligence dans nos relations. Exactement, Malik Benabi fait partie de cette génération. Il arrive à Paris en 1930. Il y a toute une génération de personnes engagées, donc des étudiants engagés qui vont composer le Gotha du nationalisme maghrébin, marocain, algérien, tunisien. On a des gens comme, par exemple, Mohamed El-Fassi, donc qui est de la famille de Al El-Fassi. On a des gens également qui rejoindront plus tard Bourguiba et Malik Benabi avec ses amis, notamment Mohamed Ben Saï, sont dans cette association-là. Et on a Monsieur Ageron, le grand historien français Ageron, spécialiste de l'Algérie coloniale, qui nous relate les discussions qu'il pouvait avoir, que ce soit sur la femme, que ce soit sur la civilisation musulmane, que ce soit sur la philosophie, des sujets extrêmement variés, mais avec une vision d'un Maghreb uni. Et en même temps, une influence de Chekib Arslan. Qui est un grand promoteur du nationalisme
du nationalisme arabe. Donc il s'est inscrit dans la réflexion d'un panarabisme, pan-islamisme. C'est-à-dire qu'on ne séparait pas trop les deux, mais d'une civilisation arabo-musulmane. Et c'est vrai que Malek Benabi n'a jamais cédé, en tout cas à cette époque-là, il ne cède pas à une vision étroite qui voudrait séparer Algériens, Marocains des Tunisiens. Donc on a toute cette voilà pendant toutes ces années 30, ils se réunissaient à Paris, voilà, Place Monge, rue le Dru-Rollin, le quartier latin, et il y avait des débats extrêmement intéressants, extrêmement enrichissants. Donc on a un Benabi qui est plutôt pour un Maghreb uni politiquement, qui commence à un moment donné à prendre ses distances de l'association des ulama et qui répond à la fameuse question de Sheikh Barslan, pourquoi les autres sont en avance et pourquoi sommes-nous nous en retard? Et toute sa réflexion-là, avec toutes ces influences-là, également le monde intellectuel français dans les années 30 qui pose la question de la crise de la civilisation, l'influence d'un Tagore ou d'un Gandhi dans les années 30, Benabi en parle dans ses mémoires-là, finalement, tout ça, ça va mijoter pendant toute la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est en France, il vit à Dreux, pas très loin en région centre, et à un moment donné, il est contraint d'aller travailler en Allemagne pour subvenir aux besoins de sa famille, et il ne rentre pas en Algérie, il ne peut plus rentrer en Algérie. Donc, il rentrera à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il se met à écrire son premier ouvrage, Le phénomène coranique. Voilà. Et il en écrit un deuxième, Lebbeik, et le troisième, tu en parlais tout à l'heure, Les conditions de la Renaissance. Et c'est parce qu'il était à la fois il n'avait jamais abandonné ses influences dans l'entre-deux-guerres, que ça avait mûri pendant la Seconde Guerre mondiale. Il arrive en Algérie et il conceptualise la notion de colonisabilité. Et pour lui, il revient dans l'histoire parce que la propagande coloniale française disait que si vous êtes en retard, pour le coup, c'est de la faute de l'islam. Donc plus vous allez prendre vos distances de l'islam, plus vous allez accéder à la civilisation, au développement. Benabi prend le contre-pied de cela et il fait une investigation de l'histoire, il fait une esquisse de l'histoire et il conceptualise la colonisabilité. Et pour lui, la colonisabilité, ça précède le colonialisme. Donc d'où l'idée, d'où sa fameuse phrase qu'on a retenue et qu'on a mal compris malheureusement. Si on est colonisé, c'est parce qu'on a été colonisable. Très bien. Mais c'est un concept qui effectivement est important. Et je pense qu'il y a un petit point d'histoire qui serait intéressant à faire, parce que dans ce cadre-là, justement, Malek Benabi va avoir une réflexion historique en remontant jusqu'à la période fin Moyen-Âge, où il dit que c'est à la fin de la dynastie almohade que finalement quelque chose se joue et qu'un renversement s'effectue. Exactement. Alors lui, il fait donc cette esquisse de philosophie de l'histoire. Pour lui, il y a trois grandes périodes. Et donc il schématise, il est de formation ingénieur, scientifique, donc il schématise. Première période du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la bataille de Siffin, pour lui c'est ce qu'il appelle la phase de l'âme. Donc les musulmans sont portés par l'élan de la foi, incarnent les valeurs de l'islam, de cette idée religieuse. À partir de la bataille de Siffin, on a l'émergence de trois grands courants théologiques, le sunnisme, le chiisme, le kharijisme. Pour lui c'est une rupture. Une vraie rupture. Et il le vit comme un vrai drame. Et pour lui, à partir de là, jusqu'à la dynastie des Almohades, la fin des dynasties des Almohades, donc en 1269, quasiment contemporaine, quasiment à 11 ans près, on a eu dans le monde musulman oriental la chute de Bagdad, 1258. Donc pour lui, cette période-là, c'est la période de la raison. Et là, effectivement, on est porté par la phase de l'âme, par cet élan spirituel, et on produit. Et donc, on a affaire à une grande civilisation. Et à partir de 1269 jusqu'à 1830, le débarquement d'Alger, on a cette période qu'il appelle la période des instincts primitifs, dans laquelle rayonne malheureusement rayonne l'idée de colonisabilité. C'est-à-dire qu'on a une société, au niveau de la société, on a une perte d'unité, donc on ne fait plus société, on revient finalement à l'ère des tribus qui s'affrontent, et on le verra un peu plus tard effectivement que quand l'émir Abdelkader a voulu fédérer toutes les tribus, on a vu toutes les difficultés qu'il a eues.
Et en même temps, l'individu, c'est à partir de la chute des Almohades, l'individu, l'homme musulman, commence à démissionner, commence à sombrer, commence à faire de l'islam hors sol, commence à être un homme qui végète, qui n'est ni dans l'au-delà ni dans l'ici-bas. Voilà. Ensuite, il y a la période 1830, la période du colonialisme. Et pourquoi lui, en fait, c'est parce qu'il a une profondeur historique. Donc pour lui, le colonialisme n'est qu'un aboutissement, en fait. C'est à la fois, en vérité, c'est la colonisabilité finalement qui appelle le colonialisme, parce que s'il y avait une vraie société, le colonialisme n'aurait pas pu s'installer en Algérie et dans le Maghreb. N'aurait même pas été tenté. N'aurait même pas été tenté. Et parce qu'à l'époque, par exemple, en Égypte, on avait Mehmet Ali. Ouais, il serait jamais venu à l'idée d'une puissance occidentale comme l'Angleterre ou la France de venir coloniser l'Égypte à ce moment-là. On verra que ça se fera plus tard, mais pas à ce moment-là, parce qu'il y avait une vraie force politique, une vraie cohésion. Donc, pour lui, c'est à la fois finalement la colonisabilité qui appelle le colonialisme, mais en même temps, le colonialisme, quelque part, va venir détruire un ordre social décadent. Et en cela, pour lui, pour Malek Bennabi, c'est finalement, c'est pas forcément ce que le colonialisme cherchait, mais finalement, à son insu, il joue un rôle salutaire. Et c'est là où il faut comprendre Malek Bennabi. Il y a une approche historique, mais aussi une approche éminemment spirituelle. Pour lui, le colonialisme fait partie du plan divin. Il y a une société qui est décadente, il fallait quelque part qu'il y ait un élément extérieur qui vienne un petit peu secouer le cocotier, pulvériser un petit peu ces sociétés du Maghreb décadentes pour justement, à travers ce réveil, que ces sociétés musulmanes rentrent à nouveau dans l'histoire. Que pense aussi l'émir Abdelkader, notamment quand il est dans sa captivité et en rapport avec la France et qu'il voit comment elle est organisée, etc., il va finir par penser exactement la même chose. Hein. Alors, deux choses avant de terminer. J'aurais voulu que tu nous parles de la réception de l'œuvre de son vivant. Bennabi, comment est-ce qu'il est perçu par ses concitoyens, les Algériens, voire plus largement par les Maghrébins qui ont ce rapport à la colonisation en même temps que lui? Comment est-ce qu'il est perçu? Alors, on en parlait tout à l'heure par rapport à le fait qu'il ait conceptualisé la notion de colonisabilité. Ça a été très mal perçu par le mouvement national algérien qui est en train d'émerger. Quand il écrit Les conditions de la Renaissance, le mouvement national algérien avait fait un appel aux intellectuels pour dire voilà, on a un mouvement national, mais on n'a pas de doctrine. Et Malek Bennabi, à travers Les conditions de la Renaissance, va essayer d'élaborer une doctrine pour le mouvement national algérien. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris la colonisabilité. Ils ont pensé, parce qu'ils avaient peut-être moins de profondeur historique, qu'ils n'avaient pas forcément lu toute l'œuvre, ils ont pensé que c'était finalement une caution au colonialisme français. Finalement, c'était un chèque en blanc qu'on signait au colonialisme en disant écoutez, voilà, si on est venu vous coloniser, c'est parce que vous étiez colonisable. Donc, le mouvement national algérien a eu un regard éminemment politique. C'était des choses qui pouvaient être reprochées. Or, Malek Bennabi, ça a toujours été quelqu'un qui voulait être dans une double critique, une double approche. Facteur exogène, le colonialisme. Oui, il est condamnable et Malek Bennabi a toujours condamné. Peut-être pas assez pour le mouvement national algérien, pour certaines personnes du mouvement national algérien. Et de l'autre côté, la colonisabilité. Il faut qu'on se remette en cause. Et c'est là où lui-même a toujours été dans cette lignée intellectuelle et spirituelle de l'islah. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. Donc la réforme des peuples musulmans se fera de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intériorité vers l'extériorité. Et malheureusement, c'était des choses qui n'ont pas été comprises. Il y a eu des polémiques de différents, que ce soit des gens qui se revendiquaient de Ferhat Abbas, que ce soit ceux qui se revendiquaient de Messali Hadj. Le mouvement national algérien, pour le coup, n'a pas compris la pensée. Lui-même l'a extrêmement mal pris. Et on va voir petit à petit à ce moment-là une distance qui va s'opérer entre Malek Bennabi et les grandes figures du mouvement national algérien. On ne lui pardonne pas ses critiques, on ne lui pardonne pas sa liberté de ton. Et j'en veux pour preuve le fait que, même encore aujourd'hui, de la part de beaucoup de Franco-Algériens connaissent par exemple l'œuvre d'un Frantz Fanon,
mais ne connaissent pas Malek Ben la Abi. pensée de Malek Ben Abi. Et c'est pas un hasard. Frantz Fanon critiquait le colonialisme et l'impact que le colonialisme pouvait avoir sur les personnes. Rappelons rapidement, français, qui est médecin en Algérie Exactement. et qui, pour différentes raisons qu'on n'exposera pas ici, va prendre le parti de la résistance algérienne. Exactement, et va donner, si vous voulez, des clés de compréhension extrêmement utiles pour comprendre à un moment donné l'impact que le colonialisme pouvait avoir sur les peuples colonisés, mais à aucun moment il n'aborde la question de la colonisabilité. Et parce que Malek Ben Abi aborde la question de la colonisabilité. Donc, quelque part, il empêche finalement certains leaders d'être dans un confort intellectuel en disant, voilà, très bien, on lutte contre le colonialisme, mais aussi contre la colonisabilité. Parce que lui, il était convaincu déjà très tôt que le colonialisme, ça ne devait durer qu'un temps. Et que très bien, nous crions l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on y met dans l'indépendance? Quelle société, quelle civilisation, quel individu, quel homme quel homme demain, après la La colonisation doit sortir de Exactement. ces événements. C'est Ben Mehdi, un des fondateurs du FLN, de la résistance, pensait exactement la même chose, où il disait le plus dur n'est pas maintenant, c'est lorsque nous serons indépendants, car nous le serons. Oui. C'est là que la vraie difficulté viendra. C'est ça. Et donc finalement, Ben Abi, sur la fin de sa vie, puisqu'en 62, il est à 11 ans de son retour à Dieu, il est à 11 ans de son décès. Ces 11 dernières années, il les vit comment? Alors déjà, il ne rentre pas en 62. Alors déjà, au milieu des années 50, il part en Égypte. Il sera au Caire. Il sera en contact avec la délégation extérieure du FLN. Et il demandera à cette délégation de s'engager à la fois en tant qu'historien de la libération nationale, enfin historien finalement de cette libération nationale, et en même temps, il a demandé à s'engager en tant qu'infirmier sur le front. Ces deux demandes resteront lettres mortes, et lui ne rentrera en Algérie qu'en 1963. Quand il rentre en 63, Ben Bella le convoque, ils discutent et Ben Abi, du coup, lui demande d'ouvrir un centre d'orientation culturelle. Parce que pour lui, la notion de la culture est une notion extrêmement importante. Si on veut renouveler les hommes, si on veut renouveler une société, alors la culture, quand on lui donne une définition fonctionnelle, ce que Malek Ben Abi a fait, on est dans le cœur du sujet, l'éducation, la culture, pour changer les individus et changer la collectivité. Ça restera lettre morte. Ensuite, en 65, c'est Boumedienne qui chasse Ben Bella. C'est des relations plus tièdes. Et en 67, il décide d'abandonner d'un poste de directeur de l'enseignement supérieur. Et de 67 jusqu'à 73, voilà, il forme de chez lui un certain nombre de futurs intellectuels. Il forme des disciples qui deviendront eux-mêmes des intellectuels et qui formeront à la pensée de Malek Ben Abi. Et il y en a encore qui sont en vie et qui font un travail d'édition, publient des articles, des ouvrages extrêmement intéressants. Et c'est eux qui ont fait le lien. C'est eux qui ont fait le lien avec la génération qui est la mienne. D'accord. Voilà. Alors, je tiens à leur rendre hommage d'ailleurs. Pour conclure, oui, ce qu'il faut toujours faire. Oui. Ce qu'il faut toujours faire. On ne naît pas comme ça, hein, il n'y a pas de génération spontanée dans le domaine. Ce qu'on a, on le tient toujours de quelqu'un. Exactement. Pour conclure, j'aimerais que l'on passe au présent. Aujourd'hui, maintenant, moi, il y a un concept qui me plaît beaucoup chez Ben Abi, c'est le fait de dire aux colons, t'es fautif, et aux colonisés, t'es pas innocent non plus. Et quelque part, moi, je fais tout de suite le bond à notre époque aujourd'hui où l'islam est dans une approche frontale, est dans une rencontre frontale avec l'Occident au cœur même de la France, où on a un peu cette problématique. De l'un ou de l'autre qui vont se regarder en chien de faïence, finalement sans savoir se tendre la main, et sans reconnaître que finalement chacun a raison sur un certain plan, et chacun a tort sur un certain plan, et qu'il y a un effort à faire des deux côtés. Donc est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, musulmans vivant en France, tirer parti, tirer bénéfice de l'expérience et de l'œuvre de Malek Ben Abi?
Oui, je pense, parce que si ça intéresse Malik Benabi quand je le découvre il y a une dizaine d'années, et la première réflexion que j'ai eue, la première émotion que j'ai eue, c'est de me dire, waouh, déjà, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est encore vivant. Alors j'ai lu Benabi sans connaître. D'ailleurs, c'était un des articles des grands thèmes. Et quand j'ai lu La Civilisation, un style très, très, très actuel, et je me suis dit, faut que j'en connaisse davantage sur cet homme-là. Or, je découvre qu'il est mort en 73. Donc, cette première émotion que j'ai quand je rencontre Malek Benabi, voilà, c'est de me dire, sa pensée est actuelle. Et plus je vais approfondir ce travail de connaissance de la vie et de la pensée de Malek Benabi, plus je vais en être convaincu. Et je pense aujourd'hui, d'abord, en tant qu'homme, il peut nous apporter beaucoup. Il y a un humanisme. Un humanisme, c'est quelqu'un qui a conceptualisé très tôt la civilisation humaine, qui a parlé de l'humain, qui a parlé de civilisation, qui a parlé de culture, qui a parlé de l'édification de l'individu, à la fois sur le plan moral, mais également sur le plan social. Donc quelqu'un qui a une réflexion, qui a un amour de l'humanité. Au nom du divin, il a un amour envers les humains. Et lui, très tôt dans sa réflexion, le colonialisme, c'est une maladie morale de l'Occident. Et il faut soigner également. Il est dans une approche également thérapeutique, bienveillante, en disant une chose, que l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles et qu'aujourd'hui, il faut qu'il redécouvre la valeur de l'autre. Donc, moralement, il doit sortir de sa solitude, de sa domination, pour justement découvrir la richesse des autres. Et les peuples colonisés, parce qu'on est encore dans la décolonisation au moment où il écrit, doivent faire justement insister, tout en insistant beaucoup sur vraiment les conditions morales, doivent sur le plan social s'organiser économiquement, politiquement, pour devenir finalement avoir les épaules assez solides, des infrastructures et un développement assez solide pour être une conscience pour l'humanité. Voilà ce que Benabi proposait à son époque. Aujourd'hui, bien évidemment, qui peut que nous intéresser. Quand il analyse les populations musulmanes au Maghreb, ces populations musulmanes, quand lui il meurt en 73, on a une vague d'immigration à partir de 73. Même déjà avant, mais à partir de 73, beaucoup plus grande. On a de la génération des papas, des mamans qui sont venus à ce moment-là, avec à la fin des années 70, début des années 80, ce regroupement familial qui a fait que ces gens-là sont venus, mais sont venus avec des éléments de la colonisabilité que Malek Benabi a théorisé. Ils sont venus, ils ont ramené ça dans leur bagage en France. Et on se rendra compte que cette dialectique entre colonialisme et colonisabilité, ça fait maintenant bientôt une 50aine d'années qu'on est en train de la vivre. C'est des tensions qui animent chaque musulman, c'est des tensions qui animent les communautés musulmanes de France. D'accord. Et en fait, cette question n'est toujours pas réglée au final. Elle n'est pas réglée, et puis je pense aujourd'hui que lui, il faisait déjà le constat que les musulmans de cette époque-là ne donnaient pas d'importance aux idées. Ne répondait pas à 2 questions fondamentales. Qui sommes-nous et que voulons-nous? Moi, je me rends compte, moi qui commence à écrire sur Malek Benabi une 40aine d'années, pratiquement un demi-siècle, je me rends compte que nous-mêmes n'avons pas encore répondu à ces questions. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Et là où Benabi peut être utile pour nous, c'est que lui, il est en train de voir finalement le monde se diriger vers une civilisation humaine. Pour lui, déjà spirituellement, ça fait partie du plan divin. Dieu nous emmène quelque part à nous, en tant que musulmans, de voir vers où Dieu nous mène. Et en fait, il y a une civilisation humaine qui est à l'œuvre sous nos yeux depuis maintenant depuis la Seconde Guerre mondiale. Et lui, toute sa vie, il voudra faire en sorte que le musulman se sente un acteur de l'histoire dans cette civilisation humaine et que nous adaptions la compréhension de l'islam en observant, en méditant, en réfléchissant sur cette civilisation humaine qui est à l'œuvre et qui est voulue par Dieu. C'est très important de le dire. Parce que quand on reste dans le monde des personnes, on pense que voilà, on va focaliser notre regard sur l'Occident. Là où lui, il essaye d'élever le niveau à un niveau spirituel, historique beaucoup plus important en disant mais même le colonialisme fait partie du plan divin. Alors je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à faire l'impasse par ces millions de morts pendant plusieurs siècles. Lui ne l'oublie pas, mais en même temps,
tout en ayant un regard lucide sur la situation et une condamnation sans ambiguïté, il voit à l'œuvre, un petit peu d'ailleurs, et ça ressemble beaucoup à l'approche de l'émir Abdelkader, il voit un plan divin dans lequel il essaye de voir quel pourrait être le rôle de l'homme musulman en tant qu'individu et le rôle de l'islam en tant que message spirituel, qui serait pour le coup non pas uniquement porté par les musulmans, mais par l'humanité entière. Et ça, en cela, il est très avant-gardiste. Tout à fait. Et il est vraiment dans le souci qui nous occupe tous aujourd'hui. Sid Jamel, merci beaucoup. Merci à toi, Slimane. On en aura appris beaucoup sur l'homme et l'œuvre, Malek Ben Nabi. Chers amis, n'oubliez pas Malek Ben Nabi, édition El Bourak, qui vous renverra également sur Malek Ben Nabi, édition AFPI, 2 livres pour mieux connaître un homme, une œuvre, une vie, et finalement une approche d'un problème qui est très actuel, qui est très aujourd'hui, qui nous concerne tous et auquel nous devons ensemble répondre. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt, pensez à diffuser et à vous abonner. Au plaisir de vous retrouver, salam alaikum.